des dessins EINS. Je lui dis, mais je ne parle que de ça. Je lui dis, ah bon, enfin, oui, enfin, bon, il y en a, mais enfin, pas tant que ça. Non. Mais justement, je ne parle que de ça, ça peut se prendre très sérieusement. À la fois, évidemment, il y a une volonté d'emprise, de marquage de terrain, mais en même temps, ça veut dire, si on me lit bien, même à la limite, chaque mot doit se faire comprendre comme renvoyant à toute une chaîne d'autres, et donc finalement, je suis imprenable, ce qui est ça. C'était beaucoup sa grande affaire, c'était aussi l'anglais, il le dit, ne l'attraperont pas. Alors, bon, pardon. Non, alors, tu m'as demandé, oui, est-ce que, alors, l'adoration et l'absurde, bon. C'est pas fini la question, en fait, mais tu peux répondre. C'est une question faite par plusieurs petits... Disons, si tu es d'accord de ranger l'adoration du côté de la jouissance, comme c'est ton signifiant adoration, et que tu l'as repéré, oui, tu dis c'est pas moi, mais tu as suivi ton signifiant, donc quelque chose là-dedans, oui. tu as suivre, disons. Donc, est-ce que tu rangerais ça du côté de la jouissance? Ça veut dire, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, de l'écriture, c'est-à-dire la référence à Freud, etc. Et si c'est vrai ça, grosso modo, mais tu peux le dire, s'il n'y a pas un côté, une dimension hallucinatoire dans tout ça, c'est-à-dire la question de l'érection, la castration, le simu dont tu parlais, et la dissimulation dans le reflet, etc., simulacre de l'écriture, s'il n'y a pas déjà une hallucination là-dedans, et que donc, pour revenir à ton livre, à ton adoration, là où tu dis il faut la distinguer de l'addiction, il y a un côté hallucinatoire, je me demande, est-ce que c'est pas aussi l'adoration? Et c'est difficile d'écarter d'une dimension hallucinatoire. Voilà, c'est ça la question, peut-être que c'est confus, peut-être que c'est... Moi, je dirais non, absolument non. Je refuse complètement l'idée même d'hallucination. Je ne sais pas de quoi on parle à ce moment-là. Parce que si tu dis hallucinatoire, tu sembles dire donc une représentation irréelle, une idée délirante. Non. Non, mais c'est que l'hallucination fait déjà partie de cette expérience. Quand tu parles de oui, mais alors si elle en fait... Je peux dire oui, mais... En jouant, disons. En jouant, ben oui, ça c'est tout ce qu'il fait là, à la fois discrètement et efficacement à propos du jouer à jouir, qui est chez Genet et qui chez Genet justement se retourne. Je ne sais pas s'il est assez bien fait sentir parce que je ne peux pas le citer, mais ce passage de Genet où il dit peut-être, donc c'est l'un qui dit à l'autre, peut-être que tu jouais à jouir, et puis pratiquement immédiatement après, et à ce moment-là, ton visage est un nimbe de sainteté, etc. Donc, oui, alors à ce moment-là, il faut bien entendu se demander s'il n'y a pas toujours du jouer à jouir. Que ce jouir soit l'écriture ou sexuelle, ou que combine inévitablement les deux, et peut-être, je ne sais pas, encore plus que les deux. Alors, peut-être on pourrait le dire avec un mot qui n'est pas du tout un mot de Derrida, mais qui, je veux dire, extase. Qui est un mot de Heidegger, qui est un mot. Mais justement, je pense que lui, il a bien soigneusement évité tout le registre des ex. Mais, enfin, encore qu'il y a des appropriations. Mais si on prend extase comme pour l'instant, pour se guider, on pourrait dire c'est la logique qui est en question, c'est la logique générale de ce qui est, précisément, le être hors de soi.
Et le être hors de soi compris, et c'est là, je pense qu'il y a le point de jonction entre Hegel et Genet, le être hors de soi étant la condition même du soi. Là, si je me mets à faire un discours sur Glas, je pourrais dire, qu'est-ce qu'il a trouvé dans Genet, Derrida? Alors, il a trouvé, du point de vue conceptuel, il a trouvé un type qui écrivait indéfiniment, en quelque sorte, sa propre vie, qui ne cesse pas d'écrire sa vie, ou même si ce n'est pas sa vie, d'écrire même des textes de temps en temps sur autre chose, mais toujours de façon absolument égoïque, pas égoïste ni égoïste bien sûr, mais égoïquement, mais en montrant au fond que cet égo-là n'est que dans l'extrême et proliférante extériorité de tout ce dont il parle, et d'une vulgarité, et d'une sexualité, et d'un risque, et d'une criminalité, et d'une exposition à la mort, etc. Eh bien, ça, c'est comme il le dit, c'est le cœur du cœur, sans doute, de l'affaire de la philosophie, c'est-à-dire de toute notre pensée depuis Hegel. C'est bien pour ça que c'est Hegel qui est là sur la célèbre. Et alors, on revient à ça, là-dedans, dans l'extase en général, on a affaire forcément au dehors d'un dedans qui ne peut jamais être à soi ou pour soi dedans, qui doit être dehors pour être pour soi. Mais quand il est dehors, il est aussi dehors. Et alors son à soi, son pour soi, peut-être, certainement, en effet, ne peut que lui venir, alors si tu veux, comme une hallucination, mais cette hallucination est sa vérité. Exactement. Elle est sa vérité. Donc c'est pour ça que le mot d'hallucination, ou alors décortiquons hallucination, il doit y avoir, il y a lumière là-dedans sûrement. Je ne sais pas ce que c'est que le hal au début. Enfin, je dirais plutôt une hallucination, voilà. Laissons hal, sous bénéfice d'inventaire lexical. Mais c'est... Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est... mais qui est là, partout où la question du soi est en jeu. Hein. Et alors, bon, adoration et jouissance, ce sont deux mots pour... peut-être pour dire les deux faces de ça. Adoration, c'est vers l'autre. Jouissance, ça semble être à soi. Hein? Mais on ne peut peut-être jouir que dans l'adoration. Même, alors là, si on s'étend un peu du côté de la jouissance, on peut remarquer que même le héros sabien, qui pourtant jouit de la manière la moins reconnaissable du côté de l'adoration, parce que la jouissance du héros sabien, c'est un pour soi qui croit qu'il s'approprie vraiment. Bon. Mais en même temps, le héros sabien ne peut jamais jouir, enfin presque oui, jamais, sans gueuler « je jouis ». Et en plus, nom de Dieu, etc. Et c'est comme si, justement, s'il avait besoin, là pour le coup, d'une sorte d'hallucination, et qui n'est pas non plus une hallucination de... Il se le dit, il se l'écrit, et c'est ça, il se l'écrit. La limite étant justement par la destruction tendancielle complète de l'autre que cette jouissance doit accomplir,
la jouissance, je dirais, se nie elle-même à ce moment. Mais j'y verrai une preuve de ceci que... Et je pourrais dire aussi, tout glas, comme, encore une fois, j'ai quelques autres textes de Derrida, en particulier la carte postale, sur un régime tout à fait différent, mais on pourrait dire tout glas est comme une façon, c'est pour ça que je dis exaspérée, de se dire, pour lui-même, de tenter de se dire à lui-même, de s'écrire à lui-même, de s'envoyer à lui-même et de se montrer à lui-même qu'il jouit. Et dans la lecture de Genet, hein, c'est très frappant, ça me fait penser quelque chose. Cette lecture de Genet, elle a quelque chose de remarquable aussi, c'est que c'est pas du tout de la critique littéraire, Dieu sait, hein, mais c'est une lecture. C'est une lecture qui ouvre le texte, qui le déplie, qui fait fonctionner. Bon, quand on le lit là, c'est pas simplement comme lire Genet. Mais je dirais en même temps, c'est une façon de défier toute possibilité de critique littéraire en cherchant quelque chose qui est au fond, alors peut-être c'est un peu romantique, d'accord, mais qui est au fond de l'ordre de ce que Schlegel disait en disant qu'une véritable théorie du roman devrait être elle-même un roman. Voilà l'hallucination. Hein? Voilà l'hallucination. C'est fait inévitable, au moment où pas d'écarter, de ne pas s'assurer que ce ne soit pas une hallucination. C'est ça que simplement je disais. Et j'ai relancé cette histoire à ton adoration, c'est-à-dire à l'adoration dont tu parles. Oui, mais là, tu vois, tu redis, on ne peut pas ne pas être sûr que ce ne soit pas une hallucination. Je dis, mais oui, mais bien sûr, mais pourquoi le problème? Parce que là, tu dis que c'est pas hallucinatoire, l'adoration. Non, parce que hallucination comporte d'emblée une opposition à perception réelle. Oui, bien sûr. Et là, je dirais peut-être il faut se souvenir de cette chose très, très fine que Freud dit à propos de la religion. Dans l'avenir de l'illusion, hallucination, illusion. Et justement, Freud il était extrêmement subtil quand il explique qu'il faut faire la différence entre l'idée religieuse et l'idée délirante. Et il dit, l'idée religieuse n'est pas une idée délirante, parce que si c'était une idée délirante, bon, ça je ne sais plus ce qu'il dit, ça ne tiendrait pas à faire des religions. Bon. Une idée délirante, c'est vrai, alors mettons peut-être même de l'intérieur de la religion, c'est à quoi? C'est Jeanne d'Arc qui entend des voix. Une idée religieuse, alors peut-être, il faudrait retourner au texte de Freud, c'est une idée religieuse, c'est une idée qui n'adhère pas, comme ça, à la croyance, justement, dans l'effectivité de ce qui est perçu. Or, l'hallucination, c'est ça. L'hallucination, c'est si je dis « Ah, je vois Derrida qui apparaît à la fenêtre. » Bon, je suis halluciné. Mais si je me représente de ce que ça peut vouloir dire, je ne sais pas pourquoi moi, je vais m'imaginer Derrida ou n'importe où, ou Hegel, le nez paraissant à la fenêtre, comme Hegel qui parle quelque part d'une figure mystérieuse qui apparaît à sa fenêtre dans la nuit. Là, il est peut-être un peu en train de s'halluciner également. Il avait peut-être pris un peu trop d'une substance quelconque, mais